Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Les Verts se préparent à Douala à affronter demain l'équipe de Guinée équatoriale. Nous écouterons dans un instant le sélectionneur national Jamel Belmadi qui revient sur le moral des joueurs et l'état de la pelouse. Dans le grand format de ce samedi, on s'intéresse au climat d'investissement et des affaires en Algérie. Nous irons au plus près des industriels pour écouter leurs préoccupations et leurs propositions. Nous verrons également si les nouvelles mesures prises par le gouvernement sont suffisantes pour relancer les investissements en 2022. Enfin, dans le dossier sahraoui, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé à Tindouf. Il a rencontré les dirigeants sahraouis pour essayer de relancer le dialogue avec les parties au conflit. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen du projet de loi portant découpage judiciaire et à des exposés relatifs au secteur de l'intérieur, l'agriculture, les travaux publics, le travail, l'emploi, la sécurité sociale et l'habitat. Le président de l'APN, Brahim Bourali, a rappelé aujourd'hui l'importance de redonner à l'art et à la culture amazigh toute l'importance qui lui revient, une richesse culturelle qui fait partie intégrante de l'identité algérienne. C'était lors de la clôture du salon Noumidia de l'art amazigh. Je vous propose de l'écouter. Il faut que l'on connaisse mieux notre culture. Le paysage culturel algérien est assez riche et assez varié. Nous devons revenir à l'authenticité de notre culture et faire revivre notre patrimoine qui donne la véritable dimension et reflète la véritable identité de la société algérienne. Ceci est une nécessité et les célébrations de Yinayeg de l'année 1972 sont une étape cruciale pour réhabiliter la culture algérienne dans toute sa richesse. En sa qualité d'envoyé personnel du président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtal Amamra, s'est entretenu avec son Altesse Sheikh Mansour Ben Zayed, vice-premier ministre, ministre des Affaires présidentielles émirati, dans le cadre de sa visite de travail aux Émirats arabes unis. L'Amamra a transmis à son Altesse les salutations fraternelles et sincères du président de la République Abdelmajid Tebboune à son Altesse Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan et à tous les membres de la famille Al Zayed. Il lui a remis une lettre du président de la République à son homologue, le chef de l'État émirati. Les entretiens ont permis de réaffirmer la forte volonté de deux parties de poursuivre les efforts communs pour promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine économique et consacrer les traditions de concertation politique à travers l'intensification des visites entre les deux parties. Les discussions ont porté également sur les préparatifs du sommet arabe qui sera prévu à Alger. Dans le volet sportif, l'Algérie jouera demain contre l'équipe de Guinée équatoriale. Le sélectionneur national Jamel Belmadi a animé cet après-midi à Douala une conférence de presse. Il est revenu sur le moral des joueurs et sur l'adversaire. Il a également évoqué l'état de la pelouse. Les détails avec Sarah Depel. Présent en conférence de presse de veille de match contre la Guinée équatoriale, l'entraîneur national Jamel Belmadi a répondu aux questions des journalistes présents à Douala. Le coach national est revenu sur l'état d'esprit du groupe, notamment le moral des joueurs. L'état d'esprit est tout simplement tourné vers un succès sur ce deuxième match. En tous les cas, c'est les ingrédients que l'on va mettre sur cette deuxième rencontre
qui s'annonce aussi difficile sûrement que la première. Abordant cette deuxième rencontre, Jamel Belmadi prend son adversaire au sérieux. Et je vous ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. On a pu le voir sur toute cette phase, ces premiers matchs de qualif, de ce premier match de cette phase finale. On a vu que toutes les équipes, les grosses équipes, ont eu des difficultés parce que le niveau, l'écart, c'est largement amoindri. Toutes les équipes sont d'un niveau, de bon niveau. C'est une équipe qui est capable évidemment de poser problème. Elle a posé des problèmes dans ce groupe de qualification Coupe du Monde jusqu'au bout à la Tunisie. C'est une équipe qui est capable de marquer, qui a une connotation latine, notamment espagnole, de leur football, puisque une majorité d'entre eux sont nés et ont grandi en Espagne. Donc effectivement, beaucoup de similitudes avec ce foot. L'occasion pour le coach national de mettre l'accent sur certains paramètres qui compliquent la tâche de son équipe, notamment l'état de la pelouse. C'est vrai que ces conditions-là, ajoutées aussi à cette pelouse qui facilite pas, je ne dis pas qu'elle est catastrophique, ça serait mentir que de dire ça, mais elle n'est pas de niveau qui permet une fluidité totale, et ce qu'on espère des grands tournois comme une Coupe d'Afrique. On s'entraîne tous les jours à 17h. Donc on voit que déjà à 17h, c'est déjà le climat est totalement différent qu'à 14h. Le seul petit souci, c'est qu'on va jouer de suite derrière le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire sur une pelouse qui est déjà à la base pas top. Donc il y a un petit souci de ce côté-là. Mais je vous dis, nous, on doit faire avec, crier au loup et tout ça, ça ne fera pas avancer nos affaires. On mettra toute la détermination qu'il faut avec, peu importe la pelouse, peu importe le climat. On jouera pour gagner et on espère de tout cœur remporter ces 3 points-là. Comme à son habitude, l'entraîneur des Verts a abordé plusieurs sujets concernant la CAN et son équipe. Il est prêt pour la suite de la compétition avec comme objectif tout gagner. Et l'équipe nationale a poursuivi ses entraînements cet après-midi à partir de 17h. Saïd Falak était au plus près des joueurs. Il a interviewé ces joueurs pour savoir comment se préparent-ils et surtout dans quel état d'esprit ils se trouvent à la veille d'un match décisif. Commentaire signé Sarah Terbel. Dernière séance d'entraînement pour la sélection nationale avant le deuxième match face à la Guinée équatoriale. Une séance technico-tactique qui a vu l'absence de 3 joueurs, à savoir Adam Ounes, Ramiz Zerouki et Mustafa Zerba. On se prépare pour ce deuxième match, on sait très bien que ce n'est pas un match facile, mais on espère décrocher cette victoire. Les conditions climatiques ne sont pas favorables, mais ce n'est pas une excuse. On va tout faire pour gagner. Nous sommes tous conscients de l'importance de cette rencontre. Nous allons tout donner pour gagner ce match. Non, les joueurs toujours moral bien, alhamdoulilah, Une très bonne ambiance a régné au sein du groupe lors de cette dernière séance, mais surtout une grande détermination de la part des joueurs pour bien aborder ce deuxième match et décrocher une première victoire. Et nous retrouvons en direct à partir de Douala notre envoyé spécial Saïd Falak. Saïd, bonsoir. On vient d'écouter Jamel Belmadi. Dites-nous comment nos joueurs ont passé cette journée d'entraînement. Sont-ils prêts pour ce match de demain, psychologiquement et physiquement ? Bonsoir Kamel, effectivement les joueurs sont plus que prêts pour cette rencontre donc face à la Guinée équatoriale. Nous sommes en direct, il est 19h10 et à l'instant donc les joueurs ont terminé donc leur séance d'entraînement, cette ultime séance d'entraînement avant ce match face à la Guinée équatoriale qui revêt d'une importance assez crucial puisque pour les Verts il faudra l'emporter après ce match nul concédé. On peut parler d'une contre-performance pour cette première journée face à la Sierra Leone. On n'attendait peut-être pas ce résultat. Ce qui est certain, c'est que Jamel Belmadi a beaucoup parlé avec ses joueurs et les a sommés
d'oublier cette première déconvenue donc ici à Douala et de penser à 100% à ce match face à la Guinée équatoriale. Jamel Belmadi, qui était en conférence de presse, on vient de l'écouter effectivement en direct, a parlé de cette rencontre. Il insiste sur le fait que l'Algérie est prête, mais qu'elle abordera ce match avec la ferme intention de l'emporter. Les joueurs en étaient tout à l'heure présents à la séance d'entraînement donc qui vient de se terminer. Les joueurs s'entraînaient dans une ambiance très conviviale et tout le monde est déterminé et surtout les joueurs veulent apporter du bonheur à leurs supporters dès demain, Inch'Allah. Et on suivra ce match Saïd Fellak demain sur la chaîne terrestre. Merci beaucoup. Vous étiez en direct avec nous, Saïd Fellak, à partir de Douala, où vous nous faites vivre cette CAN 2022 depuis le premier jour. Dans l'actualité de ce samedi, le calife général de la Tariqa Tijaniya Ali Larabi a été reçu par le président nigérian Mohamed Buhari en présence de la délégation algérienne de haut niveau qui l'accompagne et de l'ambassadeur d'Algérie au Nigeria. Présence également du gouverneur de la ville de Kano et de hauts responsables du gouvernement nigérian. Lors de cette rencontre, le président nigérian et le calife général de la Tariqa Tijaniya ont rappelé la symbolique de cette visite. Je vous propose de les écouter. Nous sommes venus porteurs de messages de fraternité et de réussite pour ce pays frère que nous chérissons, pour que Dieu le Tout-Puissant l'épargne et le protège contre le mal et les conflits. Nous espérons que notre visite soit de bon augure et d'échanges réciproques entre nos deux pays, entre nos deux peuples. I consider myself among the old generations. Je tiens à remercier le gouverneur de Kano d'avoir invité le calife général de la Tariqa Tijaniya, Ali Blagbi, qui bénéficie d'une grande notoriété auprès du peuple nigérian, notamment dans le nord du pays. Je tiens aussi à remercier le calife d'avoir accepté l'invitation et d'être venu, ainsi que pour son message de paix et de fraternité. Voilà pour ces déclarations. Dans le volet économique de ce journal, on s'intéresse de près ce soir aux mesures incitatives prises par le gouvernement en faveur de l'investissement. Sont-elles suffisantes? Eh bien, parmi les revendications des industriels figure la création de l'Agence nationale du foncier industriel pour permettre aux entreprises de se développer. Ils pointent du doigt une administrative peu réactive. Les acteurs du secteur agricole appellent quant à eux à exonérer d'impôts les produits agricoles destinés à l'exportation. C'est un grand format signé Amel Bouarba. 2022 amorce une nouvelle étape pour l'économie nationale avec l'entrée en vigueur des mesures incitatives favorisant le climat des affaires à la faveur des dernières décisions du président de la République. Nous nous sommes rapprochés des investisseurs pour voir ce qui va concrètement changer et leurs attentes pour sortir le secteur de l'industrie de l'ornière. L'un des soucis majeurs soulevés concerne l'accès au foncier industriel. Rien que dans la wilaya de Blida, 2000 demandes pour l'accès à des assiettes foncières ont été déposées depuis 2012 à ce jour. La création de l'Agence nationale du foncier industriel reste très attendue. On salue cette initiative qui va éliminer pratiquement toute la bureaucratie qu'il y a au niveau administratif. Donc en ce moment, cette agence, une fois installée, on va prendre contact avec eux pour qu'on puisse développer ensemble des zones industrielles structurées. Il y a certains points qui sont positifs, qui donnent de l'espoir, c'est tout, ils donnent de l'espoir. Mais il faut que ce soit du concret. Il faut que ce soit du concret parce que quand on parle dans le domaine avec le président de la République ou les ministères concernés, il y a certaines informations qui nous sont transmises. Mais au niveau des banques, au niveau des... ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés, ils ne veulent pas réagir. La seule autorité compétente ici, par exemple, c'est les Wali, ils sont très impliqués avec nous. Si sur le plan des entraves bureaucratiques, des assouplissements sont d'ores et déjà palpables sur le terrain, d'autres difficultés sont abordées par les industriels. Une pénurie de matières premières, le papier, donc essentiellement. En Algérie, on n'a pas d'unité de fabrication de papier.
Pour vraiment penser à ce secteur d'activité et monter des usines de fabrication de papier. Matières premières, du transport et de l'administration en général. On a toujours de l'espoir dans notre pays et nous avons toujours de l'espoir dans notre gouvernement. Que sinon on ne serait pas là. Parce que ça fait longtemps qu'on aurait mis la clé sous le paillasson. Vous savez, on a passé 3 années vraiment très très dures. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de tout doucement de revoir un peu cette lueur et cet espoir que notre président est en train de le certifier sur le terrain par le biais de son médiateur. Les matières plastiques sont toutes importées. Il n'y a aucune fabrication en Algérie. Ce qui concerne la pétrochimie. Donc la pétrochimie, c'est un secteur que l'Algérie a les moyens. Le pétrole, le gaz, toutes les matières premières sont disponibles. Il suffit de créer des entreprises de la pétrochimie pour fabriquer les matières plastiques. On espère qu'il y aura une bonne relance économique. La relance économique, l'objectif c'est quoi? C'est gagnant-gagnant. C'est pour sauvegarder des emplois. En matière de relance économique, le rôle du secteur agricole est lui aussi prépondérant. D'autant que ce secteur présente des perspectives prometteuses d'exportation et donc de revenus hors hydrocarbures. L'année 2022, c'est une année, je pense que c'est une année de l'export. Ça commence à bouger, sincèrement. On voit et on constate qu'il y a un peu une liberté. Sauf qu'il faut consulter les exportateurs et les agriculteurs, une certification des produits algériens. On essaie de leur expliquer d'exonérer tous les produits de terroir d'une grande valeur ajoutée, sa destination Algérie vers l'étranger. On a tout à gagner, la création d'emplois, la création de tout le monde de travail. Et là, ça concerne le rural, la femme rurale, ça concerne les petites agricultures, l'agriculture familiale. L'entrée en vigueur d'un nouveau code des investissements de l'Agence nationale du foncier industriel, l'application des mesures de facilitation prévues dans la loi de finances 2022, ainsi que la levée des obstacles bureaucratiques sont de nature à libérer l'investissement et promouvoir le produit national. Cette convention maintenant qui a été signée aujourd'hui à Alger entre AADL et le Crédit populaire d'Algérie pour le financement de la réalisation de 15 000 logements de type location en vente. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi, qui a fait savoir que cette démarche consacre la volonté de l'État à poursuivre son rôle social dans le secteur de l'habitat. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 505 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 316 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon un communiqué du ministère de la Santé. Et ce communiqué maintenant qui vient nous parvenir du service ou des services du Premier ministère en application des instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, et en concertation avec le comité scientifique de l'évaluation de la pandémie de coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé des mesures à mettre en œuvre avec cet objectif, préserver la santé des citoyens et prémunir contre un risque de propagation de coronavirus. Ces mesures visent à reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention pour une durée de 10 jours à partir de samedi 15 janvier 2022. Le gouvernement tient à souligner qu'à ce rythme de propagation va entraîner un fort impact sur notre population et chez les personnes les plus vulnérables, particulièrement les personnes non encore vaccinées. C'est pourquoi le gouvernement réitère avec force et insistance ses appels aux citoyens pour continuer à soutenir l'effort national et lutter contre cette pandémie mondiale par la poursuite du respect des gestes barrières et par la vaccination. Dans le même contexte, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre avec toute sévérité requise ou toute la sévérité requise les mesures de fermeture des établissements et espaces et lieux où serait constatée toute infraction.
Et vous l'avez compris, pour le moment, le seul moyen efficace pour éviter des complications à cause de cette pandémie demeure la vaccination. Mais certains sont toujours hésitants. Nous verrons dans ce reportage l'avis d'un spécialiste, le professeur Yousfi, qui nous explique pourquoi il est important de se faire vacciner. Nous écouterons également les avis de certains citoyens que nous avons rencontrés. Reportage de Sofiane Hamoudi, Bouchra-Kies. La quatrième vague de la pandémie de Covid-19 s'installe progressivement en Algérie. Le nombre de nouveaux cas positifs est en hausse alors que la campagne de vaccination n'a pas atteint sa vitesse de croisière malgré les appels incessants des spécialistes et la disponibilité du vaccin à travers tout le territoire national. Le peu d'engouement pour la vaccination qui est la seule raison donc pour ces deux raisons. On s'attendait à cette vague. On s'attendait bien sûr à cette quatrième vague, comme je vous dis, qui a commencé progressivement depuis 1 mois et demi, qui est en train de s'accélérer ces jours-ci. Nous nous sommes rendus à l'EPSP des Anasser et visiblement, il n'y a pas foule dans les boxes dédiées à la vaccination. Ami Yahya est là pour recevoir sa 3e dose. Alhamdoulilah, ma carte mushkil. D'être la première, d'être la deuxième. Et maintenant, je viens faire la 3e. Je n'ai aucun problème, alhamdoulilah. Bon, on est déjà à la 4e vague. Début 2022, déjà ça fait 2 mois, les cas positifs, les suspicions, surtout chez les élèves. Et les cas sont résiduels. Donc, 90% les consultants la journée. Depuis le mois de décembre passé, le nombre de malades se présentant à la polyclinique a sensiblement augmenté. Le constat est alarmant, le relâchement concernant le respect des gestes barrières et la réticence face au vaccin sont pointés du doigt. C'est le cas de cette dame contaminée après avoir assisté à une réunion de famille à l'occasion de la fête de Yennayer. On s'est tous réunis chez ma mère et c'est là où j'ai été contaminé, moi et mes frères. L'Omicron, sa caractéristique, c'est que jusqu'à présent, il n'est pas aussi grave que le Delta, mais il est plus contagieux. Et là, la problématique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir beaucoup de cas, même s'ils sont moins graves, mais on va avoir un afflux vers les structures sanitaires et on va avoir à ce moment-là une saturation. Pas en termes de lits d'hôpitaux, en termes de réanimation, mais en termes d'afflux vers les hôpitaux. Le taux de vaccination reste donc très faible alors que la 4e vague bat son plein et qu'un relâchement concernant le respect des mesures barrières est constaté, ce qui fait craindre un regain inquiétant de contamination dans les prochaines semaines. Les structures de santé sont déjà sur le pied de guerre. Ce communiqué maintenant de la Direction générale de la Sûreté nationale qui informe l'opinion publique nationale que ses services compétents enquêtent depuis le mois de décembre sur une affaire d'arnaque dont étaient victimes 75 étudiants algériens à travers une société fictive qui promettait à ces personnes des inscriptions dans des universités russes, ukrainiennes, encore turques. Les investigateurs de la DGSN sont parvenus à identifier et arrêter 3 personnes présumées et impliquées dans cette arnaque. L'arnaque a fonctionné selon ce communiqué grâce à la contribution de nombreux influenceurs algériens. Le siège de ces entreprises a été identifié et localisé à Alger, Oran, Annaba et à l'étranger. Les malfaiteurs ont eu recours au changement fréquent du nom de la société Inside.com, Gate Osviti ou Futur Svit. La DGSN incite les victimes à déposer plainte contre les imposteurs et lance un appel à témoins. Elle appelle les victimes à se rapprocher des services de la Direction générale de lutte contre le crime organisé qui se trouve à Shaoula, à Alger. La DGSN informe également l'opinion publique nationale que toutes les nouvelles informations relatives à cette affaire seront communiquées avec accord bien sûr du procureur de la République. Dans l'actualité internationale, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé à Tindouf, où il a été accueilli par le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar. De Mistura rencontrera durant 2 jours les dirigeants sahraouis et écoutera les avis pour essayer de relancer une relance constructive du processus politique au Sahara occidental après le retour à la guerre. Commentaire signé Amel Barba.
L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé ce samedi dans les camps des réfugiés sahraouis à Smara. Deuxième halte de sa première tournée dans la région, entamée ce jeudi depuis sa nomination au mois de novembre dernier. Pendant 2 jours, le diplomate chevronné aura des entretiens avec des dirigeants sahraouis pour discuter sur les moyens d'une relance du processus politique au Sahara occidental. Mais la mission de l'émissaire onusien s'annonce des plus complexes. Sa visite intervient en effet dans une conjoncture particulière marquée par un retour à la guerre après la violation de l'accord de cessez-le-feu par le Maroc suite à l'agression contre des civils sahraouis sans défense dans la brèche illégale d'El Guergarat le 13 novembre de l'année 2020. Staffan de Mistura devra aussi faire face aux manœuvres marocaines pour empêcher de trouver toute solution de règlement du conflit dans la dernière colonie d'Afrique et d'accorder aux Sahraouis leur droit à l'autodétermination. Vous n'êtes pas sans savoir que Staffan de Mistura est le 5e envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies qui nous rend visite. Mais cette fois-ci, le contexte est différent, car nous sommes en guerre contre les forces d'occupation marocaines après que ces dernières aient rompu les accords de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, ce qui a conduit non seulement à l'effondrement de 30 ans d'accalmie et de cessez-le-feu, mais aussi au blocage du processus de paix initié par les Nations Unies au Sahara occidental. Cette rupture a remis en question tous les efforts onusiens et nous sommes retournés au point de départ à cause de cela. Nous allons donc écouter attentivement M. de Mistura et nous allons lui exposer clairement nos positions relatives au processus de paix et ses perspectives. Nous n'allons pas nous précipiter avant d'avoir écouté ce qu'il a à nous dire. Nous n'avons pas beaucoup d'attentes, étant donné que c'est une simple visite. Le Front Polisario ne sera pas dans une position de négociateur, mais simplement à l'écoute. Tout porte à croire que la visite de Mistura dans la région ne diffère pas de celle de ses prédécesseurs, dont le travail a été perturbé par le Marzen, opposé à toute tentative de régler le conflit sahraoui. Staffan de Mistura qui était à Smara. Et en attendant de trouver une solution politique au conflit du Sahara occidental, le peuple sahraoui continue de souffrir. Depuis 1975, ce sont 20 000 Sahraouis qui ont été victimes de mines antipersonnelles. Le nombre de ces victimes est malheureusement en augmentation. Couverture de Omar Touagin, commentaire signé Marim Damis. Le régime du Marzen poursuit sa série de crimes abjects et de violations des droits de l'homme contre le peuple sahraoui. L'Association sahraoui des victimes des mines antipersonnelles a enregistré une hausse du nombre des victimes de ces engins de la mort, plantés notamment le long du mur de sable sur une longueur de 2700 km. Aujourd'hui, l'on compte environ 20 mines pour chaque individu et plus de 2500 Sahraouis blessés depuis 1975. Le nombre de morts reste à ce jour inconnu. J'ai été touché par une mine à Archesh, dans les territoires libérés. J'espère qu'ils vont retirer ces mines qui ont décimé des familles entières. J'appelle les instances internationales à détruire les mines qui sont plantées dans notre pays. La majorité des terres sahraouies sont des zones dangereuses. Les mines ont fait des milliers de blessés depuis les années 80 jusqu'à ce jour. Nous demandons à l'Organisation des Nations Unies d'intervenir et d'envoyer une commission d'enquête afin de détruire ces explosifs. De son côté, l'association sahraoui des victimes des mines a tiré la sonnette d'alarme suite à la hausse des crimes commis contre les militants sahraouis dans les territoires occupés. Il y a plus de 30 000 cas d'arrestation arbitraire et plus de 4 500 personnes portées disparues. Cette situation catastrophique, catégorisée comme étant un génocide contre le peuple sahraoui, a empiré après la rupture du cessez-le-feu par le Maroc. Dans le même contexte, nous avons enregistré plusieurs cas d'agression contre les militants. Ces explosifs font des ravages dans les territoires sahraouis. Les victimes et la population appellent l'occupant marocain à assumer sa responsabilité et reconnaître ses crimes commis contre des civils innocents.
Retour en Algérie, direction Tizi Ouzou, dans un village, le village d'Aït Hadda, avec une visite guidée d'une maison familiale qui a été transformée en une sorte de musée, avec une envie des parents et des grands-parents de transmettre des traditions aux nouvelles générations. Reportage signé Badia Amarti. C'est au pied de ces montagnes majestueuses du Durdura que se dresse cette ancienne maison berbère. Située dans le village Aït Hadda, à plus de 600 mètres d'altitude à Ain el-Hammam, cette maison a été à moitié transformée en un petit musée. Ses propriétaires Nemelika et Da Mohamed rendent ainsi un hommage à la mémoire des anciens. Cette maison est vieille de 60 à 70 ans. Ma belle-mère y vivait avec mon beau-père et tous leurs enfants. Nous souhaitons paix à Nafatma. Cet outil de tissage entre mes mains lui appartient. Cette maison a été achevée en construction aux environs de 1956. D'anciens matériaux de construction locaux de notre région ont été utilisés, à savoir la terre et la pierre. Toute la famille y vivait. 48 membres ont tous vécu ici, dans la solidarité et le respect. Nous souhaitons que cette nouvelle génération prenne conscience de l'importance du patrimoine ancestral pour le préserver encore. Construite dans les années 50, cette ancienne bâtisse résiste aux aléas du temps et à la rudesse de Dame Nature. Ici, dans cet endroit, nous trouvons des outils très anciens, datant de plus de 80 ans pour certains. Des tapis, des poteries, des ustensiles en métal, en cuivre, des souvenirs aussi de cette région qui pratiquait le métier de la forge. Notre village Aït Hadda est riche de son histoire. Il a participé à l'indépendance du pays. Nous étions des forgerons. Nous fabriquions de nombreux outils pour la vie quotidienne, y compris pour l'agriculture, des haches. Les enfants sont initiés au respect du patrimoine et des coutumes ancestrales. Myriam, Lydia et les autres enfants rendent souvent visite à Namelika et à Da Mohamed. On leur inculque très jeune à aimer leur patrie et à préserver leurs traditions. J'adore cette ancienne maison de Nana Malika. Je suis contente de connaître et d'apprendre à préserver mes traditions. Je viens toujours chez Nana Malika pour voir comment vivaient mes grands-parents. Ma grand-mère, paix à son âme, traitait la laine avec cet outil de tissage. Préserver un patrimoine, c'est préserver une mémoire. En quelques instants seulement, cette maison a réveillé en nous les souvenirs d'une époque où les familles étaient réunies autour d'un canoun, une vie simple loin des écrans et de toutes les technologies numériques. Et on termine ce journal avec le 4e art. Hier, les planches du TNA ont vibré sur les danses de l'association Ahl El-Fan. Les artistes étaient ravis de retrouver leur public. Certains spectateurs étaient impressionnés par le talent des interprètes et la qualité du spectacle. Un spectacle qui a revisité les diversités musicales algériennes avec une touche occidentale. Couverture signée Yamina Saïchi. À quelques minutes du spectacle, les musiciens et les danseurs de l'association Ahl El-Fan se préparent à monter sur scène. Après plus de 2 ans d'absence due à la pandémie, ils sont impatients de retrouver leur public avec un programme riche et varié. On a repris des chansons patrimoine algérien et revisité avec une musique et des mélodies nouvelles, toutes fraîches, avec une belle jeunesse, espérant être à la hauteur de notre public qui nous a tellement manqué. Ça fait 2 ans qu'on prépare quand même cet enregistrement avec la crise sanitaire, qu'on ne pouvait pas être à jour par rapport à ça. Alhamdoulilah, aujourd'hui on a pu réaliser quand même notre projet. Donc c'est le double album, les faits de l'andalou, de la musique andalou, de la musique variété, de la musique algérienne en général, même kabyle, même de tous les styles, voilà. اليوم راح تشوفوهم في كاع les styles inchallah. Emporté par diverses mélodies de différents styles musicaux, le public a voyagé de l'andalou au rarnati en passant par le haouzi ou encore le haddi. Un spectacle riche et unique en son genre, toujours inspiré du patrimoine algérien avec quelques touches occidentales.
Ils ont fait une diversité entre musique, danse, c'était vraiment particulier. Je suis vraiment impressionné par ce qu'ils ont démontré sur scène. C'est des jeunes, vraiment des jeunes, ça fait vraiment plaisir. Donc à chaque spectacle, je viens, je les encourage et tout. Ça devient une famille, c'est une famille. Donc je les encourage vivement, surtout Madame Nesrine Boulahla. Une prestation artistique de 2 heures interprétée par Nesrine Bourahla et son orchestre qui ont ravi l'ensemble des spectateurs avant d'annoncer la sortie de leur dernier album intitulé Andalousiria. Avec ces belles sonorités de la musique algérienne, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.